Le tout premier monarque né des ténèbres, le plus puissant de tous, incarnait la terreur et la destruction. On l'appelait le roi dragon, une entité si redoutable que même les plus braves baissaient les yeux devant sa puissance. Il régnait sur les dragons, dominant tous les autres monarques sans le moindre effort. Alors qu'il s'apprêtait à envahir la Terre avec 10 millions de soldats tapis dans la faille dimensionnelle, un événement impensable se produisit. Antares ouvrit les yeux et découvrit qu'il se trouvait à l'intérieur d'un corps humain. Un corps fragile, limité, qu'il ne comprenait pas. Il ignorait comment il avait été transporté ici, mais il réalisa vite qu'il possédait aussi les souvenirs de l'être qu'il habitait désormais. Poussé par une étrange curiosité, il chercha un miroir et fit face à sa nouvelle apparence. Ce qu'il vit le stupéfia. Un jeune homme mince, sans prestance, le fixait en retour. Ce corps était celui de Sung Jinwoo, un chasseur de rang originaire de Corée du Sud. Grâce à sa mémoire humaine, Antar comprit vite que Jinwoo menait une vie difficile, affrontant sans relâche des donjons malgré son manque total de talent. Il le faisait pour une raison simple. Sa mère, alitée depuis des années, elle souffrait d'une maladie incurable qu'il espérait désespérément guérir. Antares ricana intérieurement face à tant de naïveté. Pour un être comme lui, cette maladie aurait pu être éradiquée d'un simple geste. Mais son moment de réflexion fut brusquement interrompu par une vibration sur le bureau. Un téléphone vibrait, affichant un appel entrant. Il décrocha, et une voix féminine pressée se fit entendre. Grâce à ses souvenirs, il reconnut aussitôt la voix, une employée de l'association des chasseurs. Elle semblait inquiète, posant des questions sur l'absence de Jinwoo à un raid prévu. Antar s'apprêtait à répondre, mais un mot en particulier éveilla sa colère. Elle craignait qu'il soit encore en retard, insinuant qu'il était incapable et peu fiable. L'idée même d'être associé à de telles faiblesses était insupportable pour le roi dragon. Pour lui, le retard symbolisait l'inaptitude, un déshonneur absolu. Tenant toujours le téléphone, il entendait la femme insister pour savoir où il se trouvait. Son ton était chargé de frustration, mais Antar n'y prêta aucune attention. En un instant, il étendit ses perceptions sur toute la ville et repéra la jeune femme. Quelques secondes plus tard, il était devant elle. Elle n'eut même pas le temps de raccrocher avant que Jinwoo ne se matérialise à ses côtés. Surprise, elle écarquilla les yeux. La réaction la fit presque sourire intérieurement, mais Antar restait concentré. Il la fixa, demandant s'il était en retard pour le raid. Tremblante, elle répondit que non, qu'il était à l'heure. Satisfait, il relâcha la pression qu'il exerçait sur ses épaules. Puis, calmement, il se tourna vers les chasseurs qui s'étaient réunis à proximité. Le groupe discutait tranquillement, un café chaud à la main, leurs voix se mêlant aux effluves sucrés qui flottaient dans l'air frais du matin. L'odeur du café attira l'attention d'Antares, éveillant en lui une curiosité inattendue. Il décida qu'il voulait y goûter. Se tournant vers un employé de l'association, il remarqua que celui-ci devenait blême. L'homme, visiblement nerveux, balbutia qu'il n'y en avait plus. Mais Antares ne prêta pas attention à ses excuses. Son regard se fixa sur la tasse encore chaude que tenait l'employé. Sans le moindre avertissement, il l'arracha d'un geste sec. Puis il but le contenu d'un trait. La douceur de la boisson le surprit, mais il n'en montra rien. L'employé, figé de stupeur face à cette réaction inattendue, s'éclipsa sans demander son reste. Antares, amusé par la scène, laissa échapper un léger rire. À ses yeux, ce geste n'avait rien de choquant. C'était simplement la loi du plus fort. Autour de lui, les chasseurs chuchotaient, visiblement troublés. Ils se lançaient des regards incertains, notant combien Jinwoo semblait étrange aujourd'hui. Son regard, sa posture, tout semblait différent, mais Antares ne prêta aucune attention à leurs murmures. Son regard était déjà tourné vers l'imposante porte devant eux. Une énergie tourbillonnante en émanait, trahissant la présence d'un raid imminent. Les chasseurs commencèrent à s'échauffer, étirant leurs muscles et ajustant leur équipement. Mais Antares, lui, sentait quelque chose de plus profond. Une trace d'énergie familière s'échappait de cette porte. Un fragment d'essence appartenant à un monarque. Cela n'avait rien à voir avec les simples donjons créés par les dirigeants. Ce lieu méritait d'être exploré. Sans attendre, il déclara qu'il participerait au raid. Malgré l'aura pesante de la porte, le groupe acquiesça, avançant dans l'énergie trouble qui en émanait. À l'instant même où ils entrèrent, des bêtes magiques surgirent de l'ombre, les attaquant de tous côtés. Une embuscade, destinée à masquer autre chose. Mais Antares les élimina sans difficulté. Ses gestes étaient si rapides que les autres ne purent que le regarder, ébahis. Chuchotant entre eux, ils s'interrogeaient sur son comportement, mais lui restait concentré, scrutant le fond du repère. Il finit par découvrir un passage dissimulé, une ouverture dégageant une énergie singulière. Il n'attendit pas l'avis du groupe. Il s'y engagea seul, déterminé. Un des chasseurs tenta de protester, suggérant qu'il vote avant de décider. Mais Antares, agacé, le réduisit au silence d'un seul coup. L'homme s'effondra au sol, inconscient. Puis, d'un regard, Antares défia les autres. Personne n'osa contester son autorité. Ils suivirent en silence. Le couloir était long, étroit, presque oppressant. Mais au bout,
Une immense porte se dressait, un élément inhabituel dans un donjon. Les chasseurs échangèrent des regards inquiets. Quelque chose clochait. Antaret ressentait une puissance redoutable derrière ses murs. Mais sa résolution ne faiblissait pas. Sans avertir, il attrapa le chasseur le plus proche et le projeta dans la salle. Les coups précipités contre le sol ne révélèrent aucune menace immédiate. Antaret s'avança alors, entrant dans la salle sans hésiter. Elle ressemblait à un ancien temple, enveloppé d'un air chargé d'âge et de mystère. Les autres chasseurs le suivirent, leurs pas maladroits résonnant sur le sol de pierre. Ils tâtonnaient, observant prudemment les environs. Antaret, lui, ferma les yeux. Il étendit ses sens, sondant l'énergie présente dans la pièce. Très vite, il la repéra. Une statue d'ange, majestueuse, tenant une ardoise de pierre entre ses mains. Tout dans cette figure indiquait son importance. Les chasseurs se rassemblèrent, intrigués par les runes gravées sur l'ardoise. Antaret brisa le silence. Sa voix résonna dans le temple alors qu'il lisait les inscriptions à haute voix. Les commandements du temple de Carthanon. Il parlait d'adoration, de louange et de foi à démontrer. Chaque commandement imposait une soumission plus forte que le précédent. Puis vint la dernière ligne. Un avertissement. Ceux qui refuseraient d'obéir n'auraient droit à aucune pitié. À peine avait-il terminé de lire qu'un éclat aveuglant emplit la salle. Une lumière rouge jaillit soudain des yeux d'une statue géante au fond du temple. Son énergie vibrait, mortelle et intense. Les chasseurs furent figés de peur. Le rayon rouge balaya lentement la pièce, projetant une lumière oppressante. Le procès du temple venait de commencer, mais Antaret ne broncha pas. Il resta droit alors que le rayon se dirigeait vers lui. Pas une seule tentative d'esquive, pas un mouvement pour se défendre. Il faisait face au danger, les bras croisés, le regard froid. À ses yeux, cette attaque n'était qu'un souffle tiède, bien trop faible face à celui d'un véritable dragon. Un sourire moqueur se dessina sur son visage. Puis il libéra sa puissance. Un souffle de destruction d'une violence inouïe jaillit de sa bouche. L'air fut éventré, la statue géante fut pulvérisée, sa tête éclata en poussière, balayée par l'onde de choc. Le temple se transforma en chaos. Les statues le long des murs prirent vie, une à une. Leur mission était claire, éliminer Antaret. Elles ignorèrent les autres chasseurs, concentrés uniquement sur lui. Mais pour le monarque de la destruction, ce n'était que des jouets. Il entra dans la mêlée, brisant les statues à main nue. L'une après l'autre, elles volèrent en éclats. Les morceaux de pierre s'écrasaient au sol, pulvérisés. Antaret avançait, inarrêtable. Les chasseurs, terrorisés, se recroquevillaient à l'arrière. Ils tentaient d'éviter les débris, les yeux écarquillés devant cette scène folle. Les commandements gravés n'avaient plus aucun sens. Tout était chaos. Mais Antaret, lui, restait imperturbable. Chaque statue détruite n'était qu'un simple échauffement. À peine les cris s'élevaient qu'ils étaient déjà couverts par le bruit des pierres brisées. Il ne retenait même pas sa force. Et alors que la poussière commençait à retomber, la statue d'ange tenant l'ardoise s'éleva lentement. Cette fois, la colère était visible. Il poussa un rugissement de défi, mais Antaret le fit taire d'un geste rapide et sans pitié. D'un mouvement précis, il attrapa une lance brisée dans les décombres, et sans attendre, il la lança avec une puissance redoutable. La pointe s'enfonça droit dans le cou de l'ange. Le silence s'installa, glaçant, alors que ses paroles s'éteignaient à jamais. Antaret voulait plus. Un vrai combat, pas une mascarade. Et comme si ses pensées avaient été entendues, la statue colossale, privée de tête, s'anima enfin. Sa stature gigantesque se leva dans un grondement sourd. Une aura sombre et violente se dégageait de sa forme. Toute la salle sembla se figer sous son énergie menaçante. Mais Antaret ne recula pas. Il souriait. Son sang s'agitait. C'était ça qu'il attendait. Un véritable affrontement. La voix tonitruante de la statue résonna dans toute la pièce. Elle déclara que leur malheureuse liaison devait se conclure ici. Autour d'elle, les ombres se mirent à tourbillonner violemment. L'obscurité engloutit les murs, alourdissant l'air. Antaret répondit aussitôt. Son aura éclata comme une tempête. Deux énergies titanesques se faisaient désormais face. Puis, sans avertissement, il fonça droit sur l'ennemi. La statue, massive, riposta dans une explosion de puissance. Le choc était imminent, et Antaret savourait déjà ce duel comme un festin. Mais soudain, tout disparut. Jinwo ouvrit brusquement les yeux. Il haletait. Sa poitrine se soulevait rapidement. Son cœur battait à tout rompre. Il était dans son lit, chez lui, dans le calme d'une pièce familière. Le plafond, le mur, l'ordinateur posé non loin. Tout était normal. Ce n'était qu'un rêve. Mais le souvenir était si réel. Être le roi dragon. La sensation le hantait encore. Il attrapa son téléphone. L'heure le rassura. Il avait encore du temps avant l'examen. Il prit une profonde inspiration, tentant de reprendre ses esprits. Mais ce rêve étrange refusait de quitter son esprit.
Pendant ce temps, ailleurs à Séoul, Lee Sae-hwan, tout nouvel enquêteur de l'unité des crimes violents, avançait d'un pas ferme. Avant même son entrée dans la police, une rumeur circulait, une légende parmi les forces de l'ordre. Un homme surnommé le fantôme, un détective mystérieux dont les exploits semblaient irréels. On racontait qu'il résolvait toutes les affaires, même celles que l'on pensait impossibles. On disait que son taux d'arrestation atteignait 200%, que les pires criminels, face à lui, perdaient toute violence, qu'il refusait les promotions pour rester toujours sur le terrain. Sae-hwan trouvait ces récits exagérés, mais il ne pouvait nier leur impact. Si même une partie de ces rumeurs était vraie, alors ce fantôme était un véritable monument dans leur métier. Sae-hwan était partagé entre excitation et nervosité. Être transféré à l'unité des crimes violents, c'était entrer dans une autre dimension. Ses collègues le félicitaient, mais au fond, il ressentait une étrange pression. Il allait travailler avec le fantôme. Un nom qui relevait presque du mythe. Ses yeux scrutaient la pièce, attentifs aux moindres détails. Chacun de ces visages pouvait être celui de la légende. Des regards sérieux, des silences pesants, des gestes mesurés. Il se demanda qui, parmi eux, était le fameux détective Sung. Il posa la question. Un officier éclata de rire. Oui, le détective Sung, c'était bien lui, le fantôme. Ce surnom, expliqua-t-il, venait de son incroyable capacité à surgir et disparaître. Comme une ombre, comme une légende vivante qui laissait derrière elle des dossiers classés. Sa réputation s'étendait bien au-delà du commissariat. Avant que Sae-hwan puisse digérer l'information, un officier fit un signe vers le couloir. Un homme entra, pas très grand, mais sa seule présence imposa le silence. La pièce sembla se rétrécir autour de lui. C'était lui, Sung Jin-woo, le fantôme. À cet instant, Sae-hwan comprit que ce surnom n'était pas lié qu'à sa discrétion, mais à l'aura incroyable qui l'accompagnait. Même les agents les plus aguerris semblaient perdre en stature près de lui. Jin-woo s'approcha. Il salua calmement Sae-hwan et posa une main sur son épaule. Ce simple contact marqua le début de sa formation. Il n'y eut pas de discours, juste un regard, et Sae-hwan comprit qu'il devait le suivre. Pas par obligation, mais parce qu'il le fallait. Dans les jours qui suivirent, Sae-hwan s'enfonça dans la réalité brute du métier. Pas de grandes affaires, pas de projecteurs, seulement des enquêtes mineures, parfois ingrates. Mais chaque dossier était traité avec sérieux. Jin-woo ne faisait aucune différence entre un voleur de rue et un tueur recherché. Sae-hwan découvrit que le suivre, c'était comme courir un marathon sans fin. Jour après jour, il traquait des petits criminels. Et chaque fois, Jin-woo gardait le même calme, la même rigueur. Le commissariat entier observait la scène. Les murmures montaient, le nouveau peinait à tenir. Chaque soir, il revenait au bureau, éreinté, les yeux à peine ouverts. On disait que le fantôme le mettait à l'épreuve. Mais Jin-woo ne s'attardait pas sur ces détails. Il ne s'intéressait qu'à une chose, le potentiel. Et Sae-hwan en avait. Un jour, il avait lancé à la légère qu'il pourrait arrêter un voleur armé à main nue. Cette phrase, Jin-woo ne l'avait pas oubliée, et elle suffisait à justifier cet entraînement rigoureux. Dans l'ombre silencieuse du commissariat, une silhouette familière apparut brièvement. Igri, fidèle soldat de l'ombre de Jin-woo, se matérialisa pour souffler un conseil discret. Il proposa de confier ses corvées mineures à l'armée de l'ombre. Mais Jin-woo, fidèle à lui-même, refusa. Il voyait là une occasion précieuse pour Sae-hwan de progresser. Même les tâches les plus banales avaient un sens dans son regard. Puis, un événement inattendu bouleversa leur routine. Une femme en détresse franchit les portes du commissariat. Sa voix tremblante, presque brisée, elle supplia qu'on l'écoute. Son amie, Jinny, venait de mourir dans ce qu'on qualifiait de suicide. Mais elle refusait d'y croire. Elle assurait que Jinny n'aurait jamais pu se faire ça. L'affaire avait déjà été bouclée par un autre détective. À première vue, tout semblait logique. Jinny retrouvée dans sa baignoire, poignardée au poignet, ses empreintes sur l'arme, aucune trace de lutte. Les dossiers médicaux parlaient de dépression. Et pourtant, quelque chose clochait. Le détective en charge, lassé par les objections de l'ami, haussa le ton. Il parlait de déni, de deuil, de conclusions évidentes. Mais à quelques mètres, Jin-woo observait. Silencieux, ses yeux captaient ce que d'autres ne voyaient pas. Il s'approcha calmement et demanda à consulter le dossier. Le silence qui accompagna sa demande glaça la pièce. Le fantôme venait de surgir. Le détective, surpris, s'exécuta immédiatement. Il lui tendit le dossier, comme s'il reconnaissait une autorité naturelle. Jin-woo parcourut les pages. Rien d'alarmant à première vue. Il referma le dossier, puis parla.
et ces mots firent tomber un verdict. Il y avait quelque chose d'anormal, et il reprendrait l'enquête. Il s'approcha de la femme, toujours debout malgré sa peine. Il se présenta calmement, et dans le regard qu'elle lui adressa, on pouvait lire un éclat d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un la prenait au sérieux. Pendant ce temps, la nuit enveloppait la ville. Dans un appartement silencieux et faiblement éclairé, une ombre se leva. Elle prit peu à peu la forme familière de Jinwoo. Il se tenait désormais dans la résidence de Ginny, un grand logement, presque trop vide, comme si la vie s'y était éteinte brusquement. Les meubles, les objets, tout semblait figé dans le passé. Il avançait sans lumière, guidé uniquement par ses sens surnaturels. Et lorsqu'il atteignit la salle de bain, il ressentit immédiatement le poids du drame. L'odeur du sang, froide, persistante, comme un écho des derniers instants de la jeune femme. Le regard du génie scrutait les moindres recoins de la salle de bain, absorbant les traces de sang qui racontaient une histoire d'angoisse silencieuse. Une scène figée dans le désespoir pour la plupart des hommes. Mais pas pour lui. Car pour Jinwoo, monarque de l'ombre, la frontière entre la vie et la mort n'était qu'un voile qu'il pouvait franchir. Sans un mot, il prononça un appel, une convocation puissante, que même les morts ne pouvaient ignorer. Le sang au sol vibra, puis éclata. Une forme sombre émergea lentement de la mare écarlate. Les contours d'une jeune femme prenaient forme, du sang dégoulinant encore de ses cheveux. Elle haletait, perdue, confuse. Jineseo était revenu à la vie, mais son esprit était désormais lié à la volonté de Jinwoo. Sa voix brisée laissa échapper un gémissement faible, comme si elle luttait encore pour comprendre. Elle était fragile, prisonnière entre les restes de sa mémoire, et l'appel du royaume de l'ombre. Mais malgré sa douleur, elle répondit. Oui, elle s'était bien suicidée. Jinwoo resta silencieux alors qu'elle commençait à raconter ses derniers instants. Sa voix tremblait sous le poids d'une tristesse profonde, authentique. Ailleurs, dans un appartement paisible, un homme replaçait un cadre photo sur une étagère. Le sourire éclatant d'une jeune femme illuminait l'image. Ses pensées furent brusquement interrompues par la sonnette de l'entrée. L'heure était tardive. Surpris, Gunam Seo se dirigea vers l'interphone. Sur l'écran, il aperçut un homme en costume impeccable. Celui-ci présenta calmement sa carte, détective Sung Jinwoo, unité des crimes violents. À l'évocation du mot détective, le cœur de Gunam se serra, mélange d'espoir et d'angoisse. Il ouvrit sans tarder. Jinwoo expliqua qu'il avait quelques questions sur la mort de Jiné. Gunam, bien qu'un peu déçu de ne pas entendre de révélation, hocha la tête. Il était prêt à coopérer. Il verrouilla sa porte, prit une grande inspiration et suivit Jinwoo dans la nuit. Mais contrairement à ce qu'il croyait, ils ne se rendirent pas au poste. Le détective l'emmena dans un petit café tout proche. L'endroit était calme, anormalement calme. Jinwoo s'installa, le regard posé sur son interlocuteur. Puis il commença. Il interrogea Gunam à propos de Jiné. L'homme sembla d'abord perdu, mais retrouva vite ses mots. Il la décrivit comme une jeune femme douce, incapable de méchanceté. Il affirma qu'elle n'aurait jamais pu blesser qui que ce soit. À mesure qu'il parlait, sa voix se brisait, ses épaules tremblaient, secouées par des sanglots sincères. Il avoua l'aimer profondément, même s'il n'était pas lié par le sang. Il regrettait de ne pas avoir vu sa détresse à temps. Puis Jinwoo sortit lentement un téléphone de sa poche. Il annonça qu'il avait retrouvé un enregistrement vocal, laissé par Jiné elle-même. Sans attendre, il appuya sur lecture. Le café se figea. La voix tremblante de Jiné s'éleva. Elle racontait les horreurs qu'elle avait endurées, les années d'abus, de souffrances silencieuses, des révélations terrifiantes sur les sévices infligés par son père adoptif. Sa voix peignait un cauchemar étouffé par l'apparence. Elle croyait fuir en rejoignant une université éloignée, mais même de là-bas, il continuait à la harceler. Et c'est cette pression incessante qui l'avait poussée au désespoir. À la fin de l'enregistrement, un silence pesant s'installa. Le masque de Gunam se fissura. Son visage se transforma. La tristesse laissa place à une expression froide, calculatrice. Ses yeux changèrent. Il scrutait Jinwoo, cherchant une issue. Mais le détective ne fléchit pas. D'un ton calme et ferme, il posa les options sur la table. Avouer et faire face à la justice, ou subir les conséquences. Pendant un instant, Gunam sembla hésiter, peser le pour et le contre. Mais dans son regard brillait une chose, une lueur d'espoir mal placée. La certitude arrogante qu'il pourrait encore s'en sortir. Cependant, le sourire amer de Jinwoo ne laissait aucun doute. Le sort de Gunam était déjà scellé. Autour d'eux, le monde sembla chavirer. La perception du café se transforma lentement, comme si la réalité elle-même se tordait sous l'effet d'une puissance invisible. L'obscurité s'insinua dans chaque recoin, avalant les lumières vives, effaçant les murs, les sons, les repères. Il ne resta bientôt plus rien. Plus de serveurs, plus de clients, rien.
si ce n'est eux deux, toujours assis à leur table, figés dans un vide sans fin, un néant total, où seule la silhouette de Jinwoo semblait tangible. Son aura, désormais libérée sans retenue, devenait presque étouffante. Elle pesait sur Gunnam comme une montagne invisible, écrasant peu à peu son esprit. La peur remplaça l'incompréhension. Il se demanda comment il était arrivé là. Pourquoi personne ne venait? Pourquoi cette pièce familière lui semblait tout à coup aussi étrangère? Mais aucune réponse ne vint, seulement le silence. Puis les murmures d'un abîme vivant. De l'ombre jaillirent d'innombrables bras sombres, articulés comme des pattes d'insectes. Ils fondirent sur Gunnam avec une précision terrifiante. Ses hurlements percèrent le vide, mais personne ne viendrait. Les griffes s'enfoncèrent dans sa chair, le tirant vers les profondeurs. Son corps fut lacéré, déchiqueté, avalé par les ténèbres. Et bientôt, plus rien. Le silence revint, pesant, absolu. Jinwoo se leva lentement. Aucune émotion sur son visage. Rien, si ce n'est le calme. Une silhouette apparut alors des ténèbres, douce, frêle, reconnaissante. Jin Seo. Elle baissa respectueusement la tête devant Jinwoo, sa gratitude silencieuse rayonnant dans l'obscurité. Le détective lui offrit un regard bienveillant, l'invitant d'un geste à parler. Elle hésita un instant, puis formula doucement une requête. Une demande simple, mais chargée de sens. Et Jinwoo, d'un simple hochement de tête, accepta. Le lendemain matin, une jeune femme entra au poste de police. Fatiguée, bouleversée, elle portait encore dans ses yeux les marques de l'inquiétude. C'était une amie proche de Jiné. Elle espérait trouver des réponses, même infimes. Jinwoo, déjà prêt, l'attendait. Depuis son bureau, il se leva doucement, puis lui tendit un petit paquet soigneusement emballé dans un papier au motif lumineux. Un cadeau d'anniversaire. Préparé par Jiné, bien avant le drame. Le dernier message d'une amitié précieuse. La jeune femme saisit le paquet à deux mains, larmes aux yeux. L'émotion la submergea. Elle comprenait à présent, même dans la douleur, même au bord du précipice, Jiné avait pensé à elle. Ce simple présent, remis entre ses mains par Jinwoo, valait plus que 1000 mots. Jinwoo, de son côté, restait silencieux. Ses pensées s'égaraient vers ce qui aurait pu être. Et si Jiné n'avait jamais reçu ces messages? Et si ce soir-là, elle avait été entourée de sourires et d'amour, plutôt que de douleur et de solitude? Ils auraient pu fêter cet anniversaire ensemble. Mais une heure après ces messages, elle avait perdu espoir, et le monde avait perdu une âme lumineuse. Plus tard dans la journée, Jinwoo se rendit dans un restaurant familier, un lieu qu'il partageait souvent avec Yo Jino. L'odeur appétissante de la poitrine de porc grillé flottait dans l'air. Autour d'une table, Jino, plus excité que jamais, annonçait la grande nouvelle. Il allait faire sa demande en mariage à Gina. Les mots s'échappaient de sa bouche avec une nervosité joyeuse. Fier, il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague somptueuse, brillante de 1000 éclats. Il déclara qu'il comptait faire sa demande ce soir. Mais avant, il voulait l'approbation de Jinwoo, même s'il savait que son ami ne serait jamais objectif quand il s'agissait de sa petite sœur. Jinwoo, un peu pris au dépourvu, admit qu'il n'était sans doute pas la meilleure personne pour juger. Mais Jino n'en démordait pas. Il poursuivit avec un nouveau projet, la construction d'un hôpital. Un bâtiment qu'il souhaitait dédier à Gina une fois diplômée de médecine. Jinwoo leva les yeux. Il connaissait ce design, ce plan. Il l'avait déjà vu. Rappelant instantanément une autre ligne temporelle, Jinwoo se souvint que Jino lui avait déjà présenté exactement le même plan architectural, ce même hôpital, dans un passé alternatif, à l'époque, en échange de son aide pour prendre le contrôle d'une guilde. Le geste avait touché Jinwoo à l'époque, et il le touchait encore aujourd'hui. Mais il se contenta de rappeler à son ami que l'amour de Gina ne s'achetait pas avec du béton ou de l'or. Ce n'étaient ni les bijoux ni les bâtiments qui séduiraient sa sœur, mais la sincérité, la loyauté, et le cœur. Il n'avait pas besoin d'en faire trop. Il suffisait d'être lui-même, car aux yeux de Jinwoo, c'était déjà plus que suffisant. Touché, les yeux embués, Jino demanda un câlin. Jinwoo, habitué à ces élans d'affection envahissants, tenta maladroitement de l'éviter. Mais entre les gémissements de Jino et son insistance enfantine, il finit par céder. Leurs bras se refermèrent l'un sur l'autre, dans un bref instant d'amitié aussi absurde qu'attendrissant. Après cette parenthèse, Jinwoo retourna chez lui, dans sa vaste demeure aux abords de Séoul. Une maison presque trop luxueuse pour un simple détective, mais qui ne soulevait aucune suspicion. Ah-in, sa femme, étant une athlète mondialement reconnue, et les revenus de la famille étant à l'abri du besoin. Dès son entrée, Jinwoo fut accueilli par une scène à la fois étrange et amusante. Dans le salon, Bélion et Igri se faisaient face comme deux samouraïs avant un duel, silencieux mais visiblement en désaccord. Leurs regards étaient chargés d'intensité, leur position rigide trahissant une tension presque comique. Ah-in fit son apparition, leur fils Suo endormi dans ses bras. Dès que Jinwoo le vit, son regard s'adoucit. Il s'approcha d'Ain, prit doucement l'enfant contre lui, et le berça avec une tendresse infinie. Le petit Suo émit un rire cristallin, blotti dans les bras de son père, l'enlaçant à son tour de ses petits bras.
Jinwoo leva les yeux vers Bélion et Ygri, leur lançant un simple regard accompagné d'un geste du menton. Ils n'avaient même pas besoin de parler. Ils comprirent aussitôt la question implicite. Aïn tenta de retenir un fou rire, car elle connaissait déjà la réponse. Les deux guerriers se disputaient sur la meilleure façon d'élever Suo. Bélion militait pour un entraînement martial dès que possible, escrime, combat, discipline militaire. Ygri, plus réfléchi, soutenait que les études devaient primer dans une société moderne. Jinwoo les arrêta d'un ton ferme mais amusé, leur rappelant que Suo devait d'abord apprendre à marcher, avant de manier une épée ou résoudre des équations. Les deux ombres reculèrent légèrement, sans abandonner leur rivalité. Alors que la nuit tombait, Aïn, d'un ton doux et joueur, fit une suggestion. Que Jinwoo passe un peu plus de temps à la maison, juste jusqu'à ce que Suo fasse ses premiers pas. Jinwoo, en la regardant dans les yeux, acquiesça sans discuter. Pour une fois, le monarque de l'ombre choisissait de ralentir le pas. Le lendemain, une convocation l'attendait au bureau du chef de la police. Jinwoo se présenta dans le bureau de Jim Chul, un homme expérimenté et respecté. Ce dernier, derrière son bureau, abordait les choses avec diplomatie, mais le message était limpide. Plusieurs détectives s'étaient plaints que Jinwoo s'immisçait dans leurs affaires. Sa manière d'enquêter, ses apparitions soudaines, ses interventions, tout cela semait le trouble. Jinwoo ne nia rien. Il répondit avec un sourire courtois, calmement. Il rappela, non sans ironie, qu'il n'était plus un chasseur. Même si Jim Chul semblait toujours le considérer comme tel, le chef hocha la tête, à demi amusé, mais il enchaîna rapidement. Un nouveau fait inquiétant venait d'émerger. Le tuteur légal de la jeune femme récemment suicidée avait disparu. Étrangement, toutes les caméras de surveillance autour de son domicile étaient tombées en panne au même moment. Jinwoo fronça légèrement les sourcils, simulant une surprise polie. Il n'en montra rien de plus. Jim Chul, qui connaissait la nature de Jinwoo mieux que quiconque, ne posa pas de questions. Il passa directement au sujet principal de leur entrevue. D'un geste lent, il fit glisser une petite fiche sur le bureau. Il s'agissait d'un nom et d'un numéro de chambre. Go Gun-hye, le président, le seul homme que Jinwoo avait respecté comme un père. Son état était critique. En lisant le papier, Jinwoo sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il se rendrait dans cet hôpital, ni dans cette chambre. 10 ans plus tôt, à cet endroit même, il avait tendu à Go Gun-hye une fiole précieuse, l'élixir de vie, une potion rare, fruit de sa puissance d'ancien monarque, capable de repousser les frontières de la mort. Il l'avait fait une première fois pour sa mère, et une seconde, pour Go Gun-hye. Un acte silencieux de reconnaissance, offert sans condition. Aujourd'hui, ce pouvoir n'était plus en sa possession, et cette fois, il ne pouvait pas défier la mort aussi facilement. Mais maintenant, le destin les avait ramenés au même point, comme un cercle bouclé par une main invisible. Go Gun-hye, le vieux lion, reposait sur un lit d'hôpital, son souffle devenu un frêle murmure entre les respirations artificielles. Ses joues creusées, son teint pâle, tout indiquait que l'homme approchait de ses dernières heures. Pourtant, dès qu'il aperçut Jinwoo franchir le seuil de la chambre, une lueur familière illumina ses yeux. Un sourire discret étira ses lèvres, et d'un lent hochement de tête, il désigna le masque à oxygène, demandant qu'on le lui retire. Jinwoo s'approcha, silencieux, et obéit avec délicatesse. Il connaissait l'importance de ce moment. La voix de Go Gun-hye était faible, entrecoupée de silences douloureux, mais chaque mot était chargé d'émotion. Il expliqua qu'il avait espéré revoir Jinwoo une dernière fois, non pas pour quémander plus de temps, mais pour demander quelque chose de bien plus précieux, des souvenirs. Il voulait revoir la guerre oubliée, cette chronologie effacée où il s'était battu aux côtés du monarque de l'ombre contre des ennemis que l'humanité n'aurait jamais pu affronter seule. Jinwoo hésita. Il savait ce que cela impliquerait. Ses souvenirs portaient le poids de tragédies, de douleurs et de victoires éphémères. Mais face à la détermination vibrante dans les yeux de Go Gun-hye, il ne put refuser. Il prit sa main ridée et froide dans la sienne, ferma les yeux et libéra lentement le flot de souvenirs. Une cascade d'images, d'émotions et de combats traversa l'esprit du vieil homme. Il revit les batailles, les sacrifices, les hurlements des portails s'ouvrant, la chaleur du sang et la solidarité des héros tombés. Les larmes coulèrent librement sur ses joues marquées. Pendant quelques instants, Go Gun-hye n'était plus un vieil homme. Il redevenait le guerrier, l'allié, l'ami fidèle. La main de Jinwoo sentit une pression se raffermir, un dernier éclat de force dans cette étreinte silencieuse. Puis, dans un souffle presque imperceptible, Go Gun-hye leva les yeux vers le plafond, et d'une voix tremblante, il murmura ces derniers mots. Ils étaient empreints de paix, de fierté, et de la certitude d'avoir vécu pleinement. Il n'avait aucun regret. Son cœur s'arrêta peu après, dans un silence rompu uniquement par le bip aigu et continu des machines. Jinwoo resta figé, le regard posé sur ce corps désormais inerte, une gravité muette sur les épaules. Il n'y avait pas de cris, pas de larmes, seulement un hommage silencieux dans le cœur du monarque. Quand il quitta l'hôpital, le monde semblait tourner sans lui. Les rues animées de Séoul continuaient à bourdonner, mais Jinwoo marchait comme détaché de ce tumulte. L'automne dansait autour de lui, les feuilles mordorées tourbillonnaient dans les airs, poussées par un vent frais et mélancolique.
Il leva les yeux un instant, pensant à ce cycle immuable. L'hiver approchait, mais il savait déjà que le printemps suivrait. Ainsi allait le monde, malgré la perte. C'est alors que son téléphone vibra. Il décrocha, et la voix paniquée de Aïn le projeta brusquement dans une autre réalité. Elle parlait vite, trop vite. Jinwoo sentit immédiatement une angoisse lui nouer l'estomac. Suo, il se passa quelque chose à la maison. Malgré la présence de Bélion et Ygri, sa femme semblait dépassée. Il s'attendait au pire. Mais ce qu'il entendit ensuite le laissa silencieux un instant, abasourdi. Suo volait. Oui, leur fils flottait dans les airs et tournoyait dans la maison comme un ballon en fuite. Aïn n'en revenait pas. Jinwoo se rappela alors la plaisanterie de Jino quelques jours plus tôt. À ce rythme, ton gosse va courir dès sa naissance. Visiblement, Suo avait décidé d'aller encore plus loin. Un petit sourire amusé étira les lèvres de Jinwoo, mêlé à une tendresse profonde. Il rassura Aïn, lui promit qu'il rentrerait rapidement, et déjà, son esprit s'activait pour planifier la manière d'apprendre à Suo à contrôler ses capacités naissantes. Pendant ce temps, dans le salon de leur maison, c'était le chaos organisé. Bélion, fidèle à son esprit guerrier, était déjà en train de réfléchir à des cours de combat aérien, estimant qu'un enfant capable de voler devait être formé immédiatement. Ygri, plus posé, pensait que cela ouvrait la voie à un avenir de pilote ou d'ingénieur de l'aéronautique. Les deux maréchaux débattaient avec fougue, échangeant arguments et stratégies, sous le regard de plus en plus exaspéré de Aïn. Elle n'en pouvait plus, et dans un ton où se mêlaient fatigue et humour, elle appelait désespérément Jinwoo à venir remettre de l'ordre dans son royaume. À des kilomètres de là, dans un recoin sombre du continent, une autre silhouette observait son propre territoire. La reine des fourmis, autrefois ennemie, désormais souveraine d'un coin d'ombre, scrutait son domaine avec inquiétude. Quelque chose d'invisible approchait, et elle le sentait dans chaque vibration de la terre. Beru observait, impassible, le tumulte organisé qui régnait sur le chantier. Chaque pierre posée, chaque coup de burin, chaque mot échangé entre fourmis soldats et nains artisans témoignait d'un respect inébranlable envers leur monarque de l'ombre. Le sol tremblait doucement sous l'effort combiné des races unies, et au centre de cette effervescence, une statue colossale prenait forme, à l'image de Sung Jinwoo. Cette œuvre, fruit de l'admiration et de la dévotion, devait incarner non seulement la puissance du monarque, mais aussi l'héritage qu'il léguait à ses armées. Beru, flottant au-dessus de la scène, sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas de la fierté personnelle, mais un sentiment profond, né de la conviction d'avoir enfin trouvé une place à laquelle il appartenait. Lorsqu'il atterrit, le silence s'imposa. Tous les ouvriers s'immobilisèrent et inclinèrent la tête, en signe de respect absolu. Le nain ancien, figure vénérable du chantier, accourut aussitôt, ses petites jambes martelant la pierre. Il s'inclina profondément avant de tendre à Beru les plans mis à jour. Le regard acéré de la fourmi examina chaque ligne, chaque courbe, chaque détail sculpté dans le marbre. Puis, d'un ton mesuré, il exprima son souhait de revoir une partie du visage de la statue. Il voulait y faire transparaître la douceur que Jinwoo réservait à sa famille, une expression rare, mais que Beru avait contemplée dans l'intimité du foyer royal. L'ancien hésita. Modifier maintenant signifiait casser une section déjà presque achevée, un gaspillage de matière et d'efforts. Mais alors que Beru expliquait sa vision avec calme et clarté, illustrant la dimension humaine que ce monument devait capturer, les yeux du nain se mirent à pétiller. Oui, cela rendrait l'œuvre encore plus grande, plus vraie. L'ancien hocha vigoureusement la tête, ordonnant aux équipes de reprendre les outils, cette fois avec une passion renouvelée. Beru recula de quelques pas, observant l'agitation renaissante. Il ne donnait pas seulement des ordres, il inspirait. Son autorité n'était plus fondée uniquement sur la peur, mais sur la confiance, l'admiration et un étrange sentiment qu'il découvrait encore, la reconnaissance mutuelle. Depuis sa naissance, Beru avait été un instrument de guerre, de domination. Aujourd'hui, il façonnait un symbole de paix et d'unité, un monument à la gloire d'un roi qu'il suivrait jusqu'au bout du monde. Ou même au-delà. Son regard se leva vers le ciel. Quand la cloche sonna et que les élèves quittèrent la salle en se précipitant vers la sortie, Suo resta seul dans cet espace soudain silencieux. Un silence inhabituel, presque pesant. Une douce nostalgie caressait son esprit, comme s'il aspirait à vivre quelque chose d'exceptionnel. Il se dirigea vers la porte, prêt à partir, mais un obstacle inattendu l'arrêta. La porte ne bougeait pas. Au début, Suo pensa qu'elle était verrouillée, mais malgré ses efforts, elle ne céda pas d'un centimètre. La confusion se lisait sur son visage. La situation se fit encore plus étrange quand il se précipita vers la porte d'entrée de la classe, qui elle aussi restait figée. L'inquiétude monta d'un cran lorsqu'il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Ce qu'il vit était incroyable. Le monde autour de lui semblait figé dans le temps. Les élèves étaient figés en plein mouvement. Les équipes sportives restaient immobiles, comme suspendues. Des voitures stationnaient sur la route, et même une balle flottait dans les airs, arrêtée dans son élan. Tout baignait dans un silence étrange et oppressant. Puis, soudain, au fond de la classe, un trou noir apparut. D'abord petit, à peine plus gros qu'un ballon de volley, il s'élargit rapidement, son obscurité tourbillonnante semblant déchirer la réalité elle-même.
Il devint bientôt assez grand pour qu'une personne puisse passer. Il trônait au centre de la pièce, comme une porte ouverte vers l'inconnu. Le cœur de Suo s'accéléra, mais ce n'était pas la peur. Au fond de lui, il sentait qu'il avait attendu ce moment depuis toujours. Sa mère l'avait toujours pressenti. Que ferait son père? La réponse lui parut claire, forte et immédiate. Le cœur battant à tout rompre, Suo s'avança sans hésiter. Il franchit le portail. L'obscurité l'engloutit complètement. Lorsqu'il reprit conscience, il était dans un couloir faiblement éclairé, aux murs usés par le temps. Une seule torche fixée au mur vacillait, diffusant une lumière tremblante. L'air était lourd, chargé d'une atmosphère difficile à décrire. Il regarda derrière lui, le passage par lequel il était arrivé avait disparu. Il n'avait plus qu'une seule option, avancer. Il saisit la torche sur le mur, la leva haut pour éclairer le chemin devant lui. Les flammes dansaient doucement, projetant de longues ombres qui s'étiraient le long du couloir, donnant vie aux anciens murs. Suo avança dans ce passage faiblement éclairé, sa torche révélant des rangées d'armes soigneusement alignées contre les murs. Épées, dagues, arcs, lances, masses. Une collection impressionnante d'armes brillait sous la lumière tremblante. Ses yeux s'ouvrirent grands, émerveillés. Cette diversité d'outils de combat lui procurait un frisson d'excitation. Le cœur battant, il examina chaque pièce avec attention. Pourquoi toutes ces armes ici? La réponse semblait évidente. Il devait en choisir une. L'enthousiasme grandit en lui alors que son regard balayait les écrans autour. Chaque arme semblait l'appeler, mais son attention se fixa sur une paire de gantelets bien particuliers. Leur métal lisse reflétait une aura de puissance brute, se démarquant nettement. Suo s'approcha, oubliant un instant la torche dans sa main, et tendit la main. Le contact du métal froid lui envoya un frisson dans le dos, témoin d'un savoir-faire hors du commun. Ces gantelets seraient les siens. Il enfila les pièces d'armure, serrant les poings pour en tester le poids. Soudain, le couloir sembla s'animer. Les flammes rugirent le long des murs, allumant les torchers une à une et dévoilant un passage qui semblait s'étirer à l'infini devant lui. Le décor médiéval, avec ses imposantes armures, donnait une sensation saisissante de destin imminent. Suo avança prudemment, les gantelets scintillant à la lueur vacillante. Le silence autour paraissait presque surnaturel. Alors qu'il avançait, une étrange sensation le piqua au fond de l'esprit. Quelque chose n'allait pas. Il fit une pause, jetant un regard par-dessus son épaule vers l'une des armures qu'il venait de dépasser. Elle tenait son épée levée. Les sourcils de Suo se froncèrent. Il se souvenait très bien l'avoir laissée pencher vers le sol. En avançant d'un pas pour mieux voir, il réagit brusquement. L'épée s'abattit. Son arc visa droit sa tête. Ses gantelets interceptèrent le coup avec un bruit métallique aigu. Des étincelles jaillirent de la collision. L'armure prit vie. Elle laissa tomber son arme et se jeta sur lui, les bras tendus. Le poids lourd de la silhouette blindée s'abattit sur Suo. Ses gantelets se refermèrent autour de son cou. Il riposta avec une série de coups rapides et puissants, frappant de toutes ses forces le casque ennemi. Le bruit résonna dans toute la salle jusqu'à ce que le casque cède et que la silhouette s'écroule sur le sol. Haletant, Suo recula en titubant, réalisant qu'il n'était pas seul. Une autre armure se tenait debout devant lui, ses articulations craquant tandis qu'elle se préparait à attaquer. Derrière lui, d'autres armures s'animaient, leurs armes étincelant d'une lumière inquiétante, tournées vers lui. Le couloir éclata dans un chaos soudain. Suo se concentra tandis que les armures chargeaient. Ses poings volaient avec précision, les gantelets écrasant casque et cuirasse. Des étincelles jaillissaient à chaque impact, les bruits de la bataille résonnant dans le vieux passage. Quand la dernière armure tomba, Suo se tenait au milieu des débris, respirant lourdement mais calmement. Le couloir retrouva son silence, seulement troublé par un léger bourdonnement d'énergie dans l'air. Un message lumineux apparut alors devant ses yeux. « Vous avez atteint le niveau 19 ». Suo se tenait au milieu des restes des armures vaincues, un sourire narquois aux lèvres. Sa respiration, lourde quelques instants plus tôt, était maintenant régulière, et une énergie inconnue parcourait son corps. Un éclat de confusion traversa son esprit, se demandant comment il avait réussi à les vaincre et à monter de niveau si rapidement. Le système ressemblait à un jeu, le guidant, le récompensant d'une force nouvelle à chaque victoire. Il regarda autour de lui. Le couloir était maintenant vide, et la seule voie à suivre se trouvait derrière une porte massive dressée devant lui. Cette porte dégageait une présence inquiétante, son aura promettant une puissance immense de l'autre côté. Suo posa ses deux mains sur la lourde porte et la poussa doucement. Elle s'ouvrit lentement en grinçant, dévoilant un vaste repère. Il entra, ses pas résonnant contre les murs froids de pierre. Au fond, un trône imposant dominait l'espace. Sur ce siège, une armure noire était figée, dégageant une aura menaçante. Sans un bruit, le chevalier dégaina son épée, le son aigu fendit le silence. Cette arme était aussi terrifiante que celui qui la portait. Pulsant d'une énergie mortelle, Suo savait que toute hésitation serait fatale. Pour survivre, il devait frapper le premier. Mais le chevalier fut plus rapide.
En un éclair, il s'abattit sur lui, enveloppé d'une lumière aveuglante. Le mouvement fut si fulgurant que Suo n'eut que le temps de cligner des yeux avant d'être complètement submergé par l'éclat. Il haleta et se redressa brusquement, sa poitrine se soulevant encore sous le poids de la peur. Il chercha des yeux le chevalier noir, mais celui-ci avait disparu. Le repère aussi s'était volatilisé. À la place, il se retrouvait là où son voyage avait commencé. L'environnement familier contrastait violemment avec la tension de l'instant d'avant. Son cœur battait encore à tout rompre tandis qu'il assimilait ce changement soudain. Le souvenir de l'épée brillante et de sa force écrasante le fit frissonner. Il pensait que c'était la fin. Ses jambes fléchirent et il s'effondra, le corps tremblant. Mais alors, quelque chose attira son attention. Les torchers au point de départ. Avant, elles étaient trois, toutes enflammées d'une lueur bleue. Maintenant, l'une d'elles s'était éteinte. Il les fixa, et soudain, tout devint clair. Cet endroit n'était pas un hasard. Tout ce qu'il avait vécu, les monstres, sa progression, sa force grandissante, faisait partie d'un système plus vaste. Ces flammes étaient ses chances, chacune une bouée de sauvetage. Sa respiration se calma, la peur céda la place à la compréhension. Ici, la mort n'était pas une fin. Les flammes représentaient le nombre d'opportunités qui lui restaient. Mais si toutes s'éteignaient, cette pensée glaça son sang. Il décida de ne pas chercher à savoir. Il ne pouvait pas se permettre de perdre une autre chance. Puis, tout se répéta. Il fut renvoyé au point de départ. Il ne restait plus qu'une seule torche, vacillante dans l'obscurité oppressante. Suo gémit de frustration. Il roula sur le sol, la colère bouillonnant en lui. Sa douleur ne venait pas du corps, mais de la perte d'une chance précieuse. Le chevalier noir était trop fort. L'écart entre eux semblait insurmontable, un défi impossible. Le procès lui paraissait injuste, biaisé en faveur de l'ennemi. Après avoir laissé exploser sa frustration, Suo se releva, son regard s'aiguisant en direction des armes. Avec une volonté renouvelée, il saisit toutes celles qu'il put. Cette fois, il avancerait avec prudence et détermination. Ses yeux glissèrent vers le chemin. Les armures étaient là, debout, immobiles, aux mêmes endroits qu'avant, comme si rien n'avait changé. Il poussa un long soupir, observant encore un instant les monstres. Puis une idée germa dans son esprit. Quand les monstres d'armure sont-ils revenus? Ils étaient clairement revenus à leur position d'origine. Mais comment avaient-ils réapparu? Les yeux de Suo se plissèrent tandis qu'une idée traversait son esprit. Et s'il ne revenait pas parce qu'il était revenu au point de départ, mais parce qu'assez de temps s'était écoulé? Son cœur s'emballa à cette pensée. Il décida de tester sa théorie. Se relevant avec une détermination renouvelée, il se tourna vers les monstres blindés près de l'entrée. Sans hésiter, il se jeta dans la mêlée. Ses mouvements étaient vifs et précis. Chaque coup de son épée fendait l'air avec force, et la bête en armure s'écroula, la lame plantée profondément dans sa tête. Un autre ennemi banda son arc, la corde se tendit pour tirer une flèche, mais la vitesse de Suo était implacable. En un instant, il fut sur lui. Son poing puissant heurta la créature, la projetant hors de vue. La scène témoignait de sa défaite rapide et totale. Le champ de bataille se calma. Suo se tenait victorieux, aucun ennemi ne restant devant lui. Une notification s'afficha devant ses yeux, annonçant sa montée en niveau. Il avait atteint le seuil d'un joueur confirmé. Une nouvelle quête apparue, simple et claire, exclure ou nier sans hésitation. Suo accepta instinctivement, et une nouvelle vague de bêtes en armure surgit. Leur avancée résonnait comme un tonnerre. Le sol vibrait sous leur poids, et un sourire s'étira sur le visage de Suo. Ce défi lui insufflait une nouvelle énergie. Aux côtés des bêtes, des mages apparurent. Leurs mains étincelaient d'une magie intense. Ils lancèrent une tempête de flammes dévastatrices. Les sorts illuminaient la bataille d'une lumière surnaturelle. Suo se prépara. Son instinct le guida. La tempête de feu embrasa la zone, mais Suo resta imperturbable. Son corps bougeait presque automatiquement, porté par l'adrénaline et une volonté inébranlable. Il déchiqueta ses adversaires un à un, avec une efficacité redoutable. Chaque coup porté était précis, sans place à l'erreur. Les bêtes en armure et les mages tombèrent sous ses frappes, leur silhouette imposante réduite en poussière. Quand le dernier ennemi fut terrassé, une série de notifications s'afficha, dévoilant ses récompenses. Un collier de garde, l'anneau du mage le plus puissant, et le gantelet d'un démon de combat en flammes. Suo tenait ces objets, sentant leur immense pouvoir le traverser. C'était différent de tout ce qu'il avait connu. Une force nouvelle, qui emplissait son esprit de confiance et de détermination. Sans perdre un instant, Suo tourna son regard vers les lourdes portes menant au repère du chevalier noir. Poussant une fois de plus les battants massifs, il pénétra à l'intérieur.
Le chevalier noir était assis sur son trône, immobile, mais sa simple présence écrasait tout autour. Une tension palpable emplissait la salle. C'était un défi silencieux, un appel au combat que Suo accepta sans hésitation. Le chevalier noir dégaina son épée. Un léger crépitement d'énergie pulsait autour de lui, signe de la force dévastatrice qu'il détenait. Les lèvres de Suo s'étirèrent en un sourire confiant. Le sol vibrait doucement sous ses pieds tandis qu'il libérait son mana. La distance qui les séparait était d'environ 30 mètres. Suo se concentra pleinement, ses sens en alerte maximale. Le temps semblait ralentir alors que tout autour de lui se précisait. Il pouvait maintenant discerner le mouvement complexe de l'épée du chevalier, éclatante d'un bleu mortel. C'était l'attaque qui avait mis fin à leur combat précédent en un instant. Mais cette fois, l'agilité et la perception de Suo, affinées à leur paroxysme, lui permirent de suivre le mouvement. L'éclair crépita tandis qu'il fonçait vers lui, mais d'un pas précis en avant, Suo l'esquiva. Malgré la rapidité du chevalier, Suo s'approcha, poing ganté serré. L'énergie du chevalier crépita en réponse, tendu sous la menace du pouvoir de Suo. Ce dernier frappa avec précision et une force écrasante. Son gantelet s'écrasa contre l'armure du chevalier noir, le propulsant en arrière. Le sang-froid du chevalier fléchit un instant, avant qu'il ne lève son épée et charge à nouveau. Le reflet de Suo scintillait sur la lame alors qu'il levait le poing, prêt à encaisser l'attaque. D'un mouvement rapide et décisif, il balança son poing, portant un coup dévastateur à la poitrine du chevalier. L'impact fut explosif, projetant le chevalier contre un pilier, fissurant une toile d'araignée qui ornait la pierre. Suo ne relâcha pas la pression. Une pluie ininterrompue de coups s'abattit, chacun chargé d'une puissance brute et d'une précision implacable. Le chevalier peinait à suivre, à peine capable de bloquer cet assaut rapide, mais la force derrière chaque coup était écrasante. Morceau par morceau, son armure se fissurait sous la pression. Malgré ses efforts, il ne pouvait bloquer toutes les attaques. La puissance de Suo était indéniable, le reflet de sa force et de sa détermination grandissante. L'arme du chevalier, autrefois redoutable, se fendit puis se brisa, ses morceaux tombant au sol. C'était fini. Le chevalier noir, connu sous le nom d'Igri, sentit le poids de sa défaite, mais dans son cœur, aucune amertume. Il nourrissait une profonde admiration pour les compétences et le potentiel de Suo. Dans les frappes de Suo, il voyait l'ombre de son roi, Sung Jinwo. Il était clair que le jeune maître, même sans avoir atteint son plein potentiel, portait un héritage de puissance inégalée. Né d'un père divin et d'une mère éveillée de rang S, le potentiel de Suo dépassait toute imagination. Armure brisée et épée détruite, Igri savait que le combat touchait à sa fin. Suo, lui, se prépara au coup final, concentrant son mana dans son poing. L'énergie pulsait en vagues puissantes autour de lui. Le sol trembla lorsque Suo lança son dernier coup. Son poing frappa avec une force colossale, transperçant l'estomac du chevalier noir, laissant un trou béant. L'impact projeta Igri contre le pilier, où il glissa lentement au sol, immobile. Finalement, il expira profondément, un mélange de soulagement et de triomphe l'envahissant. Il l'avait fait. Il avait vaincu un adversaire qu'il croyait autrefois invincible. Une joie profonde remplit sa poitrine, une victoire durement gagnée contre toute attente. Le regard de Suo balaya la pièce, ses yeux captant une lueur nouvelle. Près d'un escalier, une porte scintillait d'une lumière inquiétante. Son cœur s'emballa à cette vue, ses yeux s'agrandirent de surprise. C'était la sortie. Un soulagement immense l'envahit, l'espoir que cette étrange et épuisante aventure touchait à sa fin, même si son but restait encore flou. Sans hésiter, il se précipita vers la porte, porté par l'anticipation. L'obscurité l'enveloppa de nouveau tandis qu'il traversait le tunnel, le même qui l'avait conduit ici. Quand il ouvrit les yeux de l'autre côté, son souffle s'accéléra. Un bruit le frappa en premier. Des cris perçants et assourdissants résonnaient dans l'air. Devant lui se dressait un spectacle troublant, des fourmis humanoïdes. Ces créatures, aussi grandes que des humains, criait en chœur. Malgré son intérêt d'enfant pour les fourmis et ses précautions pour ne jamais leur faire de mal, Suo regrettait maintenant ses sentiments naïfs, alors qu'une bataille féroce éclatait, le laissant lutter pour calmer sa respiration. Comparé à ces monstres, les armures vivantes qu'il avait affrontées plus tôt semblaient presque faciles à gérer. Mais au milieu du chaos, Suo trouva une lueur d'espoir. Chaque victoire contre ces fourmis le rendait plus fort. Son niveau augmentait rapidement à chaque combat. Les cris des vaincus résonnaient sans cesse, mêlés au son des coups puissants de Suo. Après ce qui sembla une éternité, sa progression s'arrêta enfin. Suo se retrouva face à la dernière salle de la caverne. Une vaste chambre creuse dégageait une présence inquiétante. L'air y était lourd, mais la perception accrue de Suo lui permit de distinguer les moindres détails dans la faible lumière. La grandeur du repère le déstabilisait. Si cette salle était aussi immense, quelle taille pouvait bien avoir la créature qui y résidait? Un frisson lui parcourut l'échine, mais il avança sans faiblir. Au fond, une seule fourmi humanoïde se tenait, dos tourné vers lui. Contrairement aux autres, elle portait une paire d'ailes. Quelque chose clochait. Il ne pouvait pas ressentir son niveau de puissance.
Contrairement au chevalier noir, dont la force avait été écrasante dès le premier regard, cette créature restait une énigme. Le regard de la fourmi perça le silence de la tanière, son apparence était troublante, mais étrangement empreinte de tristesse. Quand leurs regards se croisèrent, Suo remarqua quelque chose d'étonnant. La fourmi semblait pleurer. De grosses larmes scintillantes coulaient sur son visage impassible. Mais avant que Suo ne puisse réagir, la fourmi ailée s'élança vers lui. En un instant, elle doubla de taille, le dominant comme une ombre sombre et lourde de malheur. Puis vint un rugissement perçant, faisant trembler les fondations de la caverne. Ce cri sauvage résonnait avec une fureur intense. Suo se prépara au combat de sa vie. La fourmi ailée s'avéra un adversaire redoutable, incroyablement rapide et doté de frappes dévastatrices. Pourtant, Suo remarqua quelque chose d'étrange. Malgré sa puissance écrasante, la fourmi semblait se retenir à certains moments clés, hésitant alors qu'elle aurait pu porter des coups fatals. Cette hésitation subtile offrit à Suo l'opportunité qu'il attendait. Après ce qui parut une éternité d'échanges, Suo sortit finalement victorieux. Épuisé, il s'effondra, le corps meurtri par ce combat acharné. La fourmi ailée, autrefois imposante, gisait désormais vaincue. Alors qu'il reprenait son souffle assis, ses yeux captèrent une nouvelle lueur scintillante. Une porte venait d'apparaître. C'était sa récompense, la promesse de la fin de cette épreuve. Son cœur se gonfla d'anticipation en vérifiant son niveau. 99, un chiffre parfait, le sommet de la force que beaucoup considèrent comme ultime. Il croyait enfin que son aventure touchait à sa fin. Suo franchit la porte avec empressement. L'obscurité tourbillonnante l'enveloppa, il ferma les yeux, prêt à rentrer chez lui. Mais quand il les rouvrit, son cœur se serra. Devant lui s'étendait un paysage terrifiant, peuplé de figures colossales. Des géants se dessinaient au loin, leurs silhouettes monstrueuses dégageant une aura de domination. Au-dessus, d'énormes dragons planaient dans le ciel, leur rugissement faisant vibrer le sol. Le cœur de Suo battait la chamade face à cette vision. Le soulagement fut rapidement remplacé par la peur. Son voyage était loin d'être terminé. Une épreuve après l'autre. Suo traça son chemin, empilant montagnes de cadavres de géants et de dragons alors qu'il descendait un vaste champ. Le voyage de Suo dans ce royaume mystérieux prit une tournure intense lorsqu'une présence familière fit son apparition. Beru, le puissant soldat de l'ombre, était revenu. Cette fois, Beru dégageait une aura incomparable, sa forme immaculée et imposante. Sans attendre, la bataille éclata. Beru fondit sur Suo avec une vitesse terrifiante, ses attaques précises et mortelles. Mais Suo était prêt. Il riposta d'un coup de pied volant, envoyant une onde de choc à travers le champ de bataille. À peine avait-il repris son souffle qu'un nouvel adversaire apparut. Jima, un autre soldat fidèle de l'ombre. Jima brûlait d'une détermination farouche, reflet de sa loyauté sans faille. Ses mouvements étaient vifs et calculés, témoignant de l'effort et du dévouement qu'il consacrait à leur suzerain, malgré l'oubli qui pesait sur ses exploits. Suo serra les dents, enchaînant les coups, mais les soldats de l'ombre semblaient inépuisables. La frustration monta en lui, réalisant que son endurance diminuait. Il devait alors affiner ses attaques, maîtriser sa force avec une précision absolue. Chaque coup comptait, chaque mouvement devait préserver son énergie. Puis, canalisant toute sa détermination, Suo libéra une férocité nouvelle, jamais montrée auparavant. Sa puissance devint un raz-de-marée destructeur, dispersant les soldats de l'ombre comme des feuilles emportées par la tempête. Sa force grandissait, faisant de lui une force imparable. Quand la vague de bataille semble affaiblir, une autre silhouette sortit de l'ombre. Tusk, le puissant chaman, brandissant son bâton comme une arme ultime. Pourtant, même le redoutable Tusk ne put ébranler Suo. D'un geste sûr, Suo déchira son adversaire en un seul coup dévastateur. La présence autrefois intimidante de Tusk se réduisit en fragments dispersés sur le sol. Debout près de la porte lumineuse indiquant le chemin à suivre, Suo réfléchissait à sa progression. Ses statistiques n'avaient peut-être pas augmenté, mais il avait gagné bien plus précieux, la maîtrise totale de sa force immense. Chaque combat, chaque défi, l'avait transformé en un guerrier capable d'exercer son pouvoir avec une efficacité parfaite. Poursuivant son chemin faiblement éclairé, les pas de Suo résonnaient tandis qu'il faisait face à un nouveau chevalier noir. Celui-ci était différent de tous ceux qu'il avait affrontés. Sa stature massive et son dos marqué par des ailes brisées, témoins d'innombrables batailles, lui donnaient une aura imposante. Ce chevalier dépassait de loin même la fourmi ailée d'avant. Alors que Suo se préparait au combat, une vérité douloureuse s'imposa à lui. Malgré les nombreuses victoires, l'armée qu'il avait affrontée jusqu'ici n'était qu'une infime fraction, un simple 30 millième de la force totale. Ce poids tombait sur lui comme un roc, mais ne le ralentit pas. Au contraire, cela alimenta un feu profond en lui, une volonté farouche de découvrir la vérité et de tracer son chemin vers l'avant. Serrant ses poings gantés, Suo se tint prêt à affronter le puissant chevalier. Bélion, la silhouette imposante devant lui, s'avança. Avec calme et autorité, il dégaina son épée.
Sa voix portait un étrange mélange de fierté, reconnaissant en Suo son vice-seigneur. Le combat débuta. Suo répondit aux attaques de Bélion par des frappes féroces. Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé. Le métal s'entrechoquait avec force, et le sol vibrait sous la puissance de leurs assauts. Malgré le chaos, les pensées de Suo s'emballaient. Le titre de vice leur le laissait perplexe. Pourquoi l'avait-on appelé ainsi? Que signifiait ce nom? Ses poings volaient plus vite, portés par des questions qu'il ne pouvait ignorer. Son crochet du gauche frappa avec une force étonnante, mais Bélion resta solide. Le poing droit de Suo suivit, encore plus puissant, alors qu'il avançait, décidé à obtenir des réponses par la force. La bataille était intense. Leurs coups s'équilibraient. Puis soudain, Bélion révéla la vraie forme de son épée. La lame devint une arme massive, semblable à un fouet, ses segments tourbillonnant avec une précision mortelle. Chaque coup ravageait le terrain, projetant des éclats dans toutes les directions. Les mouvements de Suo se firent plus précis, ses réflexes aiguisés. Il esquivait chaque attaque avec soin, conscient que sa vie en dépendait. Au cœur du combat, Suo remarqua la nature unique de l'arme. Épée et fouet à la fois, polyvalente mais dangereuse. Pourtant, cette adaptabilité comportait une faiblesse. Il vit l'ouverture et attrapa la lame segmentée, stoppant son assaut continu. Profitant de cet instant, Suo frappa d'un coup de pied volant droit au visage de Bélion. Ce dernier réagit vite, levant ses deux bras pour bloquer. Mais Suo était déjà en mouvement. Il profita de la position défensive de Bélion, ses bras protégeant son visage. Suo attaqua la zone exposée, la taille de Bélion. Son poing s'abattit avec force, projetant Bélion en arrière. La silhouette massive s'écrasa au sol, fracturant l'asphalte et soulevant un nuage de poussière. Quand la poussière retomba, Suo resta droit, sa respiration calme malgré l'intensité du combat. Il savait que ce n'était pas terminé. La force de Bélion était trop grande pour tomber en un seul coup, même puissant. Les yeux de Suo restèrent perçants, prêts au prochain geste. Ce n'était pas une bataille ordinaire. C'était un duel de volonté et de force. Un combat qui pourrait durer toute une journée sans qu'aucun ne cède. Pourtant, malgré la présence écrasante de Bélion, Suo sentit une étrange sensation. Ce n'était pas la vraie menace. Il en était sûr. Le véritable danger se trouvait plus haut, et une peur grandissante le hantait. Suo leva la tête vers le ciel. Là-haut, une wyverne massive s'élevait, son cri perçant résonnant partout. Ce cri aigu et puissant annonçait ce qui allait venir. Quelques instants plus tard, une ombre se détacha du dos de la wyverne et plongea vers le sol. La silhouette tomba à une vitesse fulgurante, frappant la terre avec un bruit sourd qui fit trembler le sol. La poussière s'éleva, obscurcissant sa forme. Suo réagit avec une rapidité incroyable, se précipitant en avant, ses mouvements surpassant le son. En un éclair, il se retrouva face à la silhouette encapuchonnée, qui tenait fermement deux dagues. Il déclencha une rafale de coups de poing. Chaque frappe était calculée pour toucher avec une précision dévastatrice. La silhouette encapuchonnée se mouvait avec une grâce qui défiait toute logique, esquivant sans effort chacune des attaques de Suo. Ce n'était pas qu'une question de vitesse, c'était comme s'il pouvait lire ses intentions avant même qu'il n'agisse, évitant chaque coup avec la plus petite inclinaison de la tête. Le barrage incessant de Suo, poussé par la peur, la colère et la détermination, ne parvenait à toucher sa cible. Le champ de bataille vibrait de tension alors que le combat s'intensifiait. Les attaques de Suo étaient une tempête de force brute, mais elles rencontraient une défense calme et calculée. Il observait, émerveillé, à quel point son adversaire était exceptionnel. Chaque geste de la silhouette encapuchonnée était réfléchi, chaque coup portait la marque d'une technique parfaite. Ce n'était pas qu'une question de puissance, c'était une maîtrise forgée dans d'innombrables batailles et épreuves inimaginables. À genoux, Suo sentit le poids de ses insuffisances, mais refusa d'abandonner. Son esprit s'enflamma de nouveau, et il se releva avec une détermination renouvelée. Son corps, poussé à ses limites, se mouvait avec rapidité et précision. Même si les statistiques de son adversaire le surpassaient largement, Suo croyait en sa progression, en la force qu'il avait durement gagnée à chaque épreuve. Puis, la silhouette dégaina un poignard, irradiant une aura surnaturelle. L'atmosphère changea, et le rythme cardiaque de Suo s'accéléra. Il bondit en avant, donnant tout ce qu'il avait. Ses coups étaient puissants, mais son ennemi semblait intouchable. Chaque attaque ne frappait que le vide. La silhouette se mouvait avec une aisance déconcertante, toujours un pas devant lui. Soudain, un craquement sinistre. L'arme de Suo se brisa dans sa main, le laissant tremblant, les mains ensanglantées. La douleur brûlait son corps, mais sa volonté restait intacte. Il se releva, déterminé à vaincre cet adversaire apparemment invincible. Malgré ses blessures, Suo poursuivit le combat, animé par un respect grandissant pour son adversaire. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la puissance et l'agilité de la silhouette encapuchonnée.
S'il pouvait atteindre ne serait-ce qu'une fraction de cette force, pensa-t-il, tous ses efforts en vaudraient la peine. Soudain, la silhouette posa une main sur la tête de Suo. Le geste fut rapide et doux, chargé d'une étrange finalité. Le temps sembla suspendu. Suo, toujours défiant, aperçut le visage sous la capuche. La reconnaissance le frappa comme un éclair. Ce visage, cette présence, cette voix, c'était quelqu'un qu'il n'oublierait jamais. Un mélange de choc et de compréhension emplit son regard. Puis, avec un sourire mêlant fierté et tendresse, la silhouette s'élança à une vitesse incroyable. Sa main frappa, propulsant Suo vers la porte rougeoyante. La lumière l'enveloppa, et dans cet éclat aveuglant, Suo sentit tout son être se consumer. Alors que le monde disparaissait dans cette radiance, ses pensées tourbillonnaient. Il n'avait pas été vaincu. C'était une autre étape, une leçon de plus. La dernière image gravée dans son esprit fut le sourire complice de son père, Jinwoo, et le poids puissant de la force qui lui restait à atteindre. Puis, il n'y eut plus que lumière. Suo s'éveilla en sursaut, s'asseyant droit sur sa chaise, haletant. Autour de lui, la salle de classe familière baignait dans la douce lumière du soleil couchant. L'air était calme et immobile, un contraste saisissant avec l'intensité du rêve qui venait de le traverser. Son cœur battait fort alors qu'il essuyait la sueur de son front. Ce rêve, étrange et troublant, persistait vivement dans son esprit. Cela ressemblait à un donjon tout droit sorti d'un jeu vidéo, culminant sur un boss final redoutable, son propre père. Cette pensée le fit frissonner. Suo secoua la tête, soulagé que tout cela n'était qu'un rêve. Sa respiration retrouvant son calme, son attention se tourna vers la pièce. Un léger mouvement attira son regard, et il se retourna pour voir une camarade de classe qui se tenait là, près de lui. Elle restait figée, son visage exprimant une surprise sincère. Elle expliqua enfin qu'elle était chargée de fermer la classe cette semaine. La posture de Suo se relâcha tandis qu'il réfléchissait à la situation. Un court silence s'installa entre eux avant qu'il ne propose de l'aider pour cette tâche. La fille cligna des yeux, visiblement surprise par ce geste inattendu. Après un instant d'hésitation, elle acquiesça timidement. Ensemble, ils se mirent en route pour accomplir cette tâche simple. Bien que brève, cette interaction fut un moment fugace mais marquant dans la journée de Suo, le ramenant doucement loin de la brume irréelle de son rêve. Sur le toit de l'école, Jinwoo se tenait aux côtés de Beru et Igri, le trio observant le campus en contrebas. Chacun avait ses pensées, mais leur présence commune témoignait d'un lien profond forgé par des années de loyauté et de confiance. Igri, toujours chevalier loyal, brisa le silence avec une proposition venue du cœur. Il suggéra de restaurer le pouvoir de Suo, soulignant les progrès impressionnants et la détermination du jeune maître. Jinwoo, cependant, avait un avis différent. Il pensa à son propre parcours, forgé dans des épreuves bien plus ardues que celles auxquelles Suo pouvait encore faire face. Il se souvenait des combats qu'il avait façonnés, des moments où la force brute ne suffisait pas. Il avait appris que le vrai pouvoir, c'est aussi savoir quand reculer, réfléchir. Il voulait que Suo apprenne cette leçon lui-même. Malgré le courage admirable de son fils, foncer sans stratégie ni conscience de soi restait un danger. Suo avait besoin de temps, et Jinwoo était prêt à le lui accorder. Beru, ému, se tenait près d'eux, serrant le carnet de croquis où Suo avait dessiné son portrait. Ses yeux brillaient de larmes alors qu'il admirait le dessin, sa loyauté et son affection pour le jeune maître palpable dans chacun de ses gestes tremblants. Jinwoo, percevant l'émotion de Beru, lui tapota doucement l'épaule, offrant un réconfort silencieux. De son point de vue, son regard se posa sur le terrain de l'école en contrebas. Il aperçut Suo marchant vers les portes, accompagné d'une camarade de classe. Son fils grandissait, à la fois en tant qu'individu et en tant que guerrier, même s'il n'était pas encore prêt à embrasser pleinement la puissance qui l'attendait. Perdu dans ses pensées, Jinwoo murmura pour lui-même qu'il était peut-être temps de rassembler tout le monde pour un repas simple en famille. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas partagé une telle joie, paisible et discrète. Dans le bureau animé de l'unité d'enquête sur les crimes violents, une émission de télévision emplissait la pièce. Elle relatait l'arrestation des tristement célèbres frères escrocs, Dong-suk et Wang Dong-so. L'histoire captivait la nation. Loin de ce calme, la suie et la fatigue marquaient les conséquences d'une victoire durement obtenue face aux éléments. Baek, accompagné de ses collègues pompiers, avait lutté toute la nuit pour maîtriser un gigantesque incendie de forêt menaçant une zone résidentielle. Plus de 800 pompiers, une cinquantaine de camions et un soutien aérien avaient été nécessaires. L'effort avait été immense, mais la réussite apportait un immense soulagement. Aucune vie perdue, aucun blessé à déplorer. Un exploit presque miraculeux compte tenu de l'ampleur du sinistre. Baek observa autour de lui. Son équipe, fatiguée mais victorieuse, se reposait où elle pouvait. Certains étaient étendus sur le sol, d'autres échangeaient sourires et pouces levés, fiers d'avoir tenu bon. Leur camaraderie reflétait leur victoire partagée. Baek, malgré la fatigue, se sentait revigoré par ce sentiment d'accomplissement. Lorsque le capitaine Il-Hwan-sung s'approcha, offrant une bouteille d'eau fraîche, ce fut un geste simple mais chargé de gratitude et de solidarité. Il-Hwan-sung était une légende parmi les pompiers,
admiré pour son leadership et ses innombrables victoires contre toute attente. Pour Baek, faire partie de la même équipe que cet homme respecté était une grande fierté. Une brise fraîche traversa le groupe, apaisant la chaleur laissée par les efforts de la nuit. Ce moment semblait presque irréel, une pause silencieuse après le chaos, emplie d'histoires non dites et d'un lien qui dépassait les mots. Au dernier étage d'un imposant gratte-ciel, dans une salle de réunion élégante et moderne, Y.O. Gino entra avec un enthousiasme à peine contenu derrière son attitude professionnelle. Un employé marchait à ses côtés, insistant sur l'importance de choisir le titre parfait pour leur prochain jeu. Mais l'esprit de Gino était ailleurs, empli d'une joie profonde presque difficile à contenir. Dès son entrée, son émotion se fit entendre. Sa voix, pleine de fierté et d'excitation, annonça que sa femme était enceinte de 6 semaines. La nouvelle éclata dans la pièce, des acclamations et des félicitations remplissant l'air tandis que son équipe partageait ce bonheur. Gino parcourait la salle, échangeant des high-fives avec ses collègues, le cœur gonflé de gratitude et de fierté. Au milieu de la fête, une étincelle d'inspiration traversa Gino. Avec assurance, il déclara le nom de leur nouveau jeu, Beautiful World. La déclaration fut accueillie avec prudence par les employés, qui exprimèrent rapidement leurs inquiétudes. Le projet avait un enjeu considérable. Ce jeu pourrait définir l'avenir d'Agent Software. Ils encouragèrent Gino à reconsidérer ce choix, craignant qu'un nom si poétique ne trouve pas son public. Mais Gino resta ferme. Pour lui, le monde était véritablement beau. Donner un nom ne semblait plus être un poids, mais un défi plaisant. S'il avait trop de difficultés, peut-être demanderait-il conseil à Gino. Admiré pour son aide précieuse, l'inquiétude diminua quand on apprit qu'une information clé avait déjà influencé la décision de Choi Jong-in, la figure majeure du secteur, d'investir dans Agent Software. Les employés éclatèrent de joie, leur scepticisme balayé par la promesse d'une nouvelle opportunité. Non loin de là, dans le bureau du président de Y.O. Jin Construction, Y.O. Mungan, le père de Gino, était assis, entouré de journaux soigneusement pliés. Le bruit discret des ciseaux ponctuait l'air tandis qu'il découpait des articles sur les récents succès de son fils. Les titres évoquaient la réussite de Gino à la tête d'une société de jeux florissante, un jeune entrepreneur qui avait tracé sa propre voie, rejetant l'entreprise familiale. Le visage de Mungan reflétait un mélange de fierté et de frustration. La décision de son fils de fonder cette société restait source d'interrogation, mais les résultats étaient indéniables. Il referma son album avec un soupir, jetant un regard vers sa secrétaire Kim, qui tenait une nouvelle pile de papier. Ses pensées glissèrent vers sa famille. Malgré ses réserves sur les choix de Gino, il nourrissait un espoir sincère, celui de revoir bientôt son petit enfant. Les portes restaient un mystère pour tous ceux qui les croisaient, des portails vers l'inconnu qui inspiraient la peur. Même les plus courageux tremblaient à l'idée de ce qui pouvait les attendre. À la simple apparition d'une porte, les gens murmuraient des prières silencieuses, espérant qu'elle resterait fermée. Pourtant, certains défiaient cette peur, s'aventurant hardiment dans l'abîme pour affronter les dangers qui s'y cachaient. Ces individus portaient le nom de chasseurs, rattachés au département de soutien de l'association des chasseurs. Un appel frustré retentit dans le bureau. La voix au bout du fil était celle d'un chasseur en colère, tranchante et accusatrice. Il critiquait la présence répétée d'un membre de l'équipe, un certain Sung, considéré comme un poids pour tout le groupe à cause de son incompétence. La colère de l'appelant vibrait de peur et de frustration, redoutant de risquer sa vie et celle de ses coéquipiers à cause d'une erreur administrative. Il menaçait de démissionner si ces erreurs continuaient. L'employé à l'autre bout du fil restait calme, s'excusant et demandant des précisions sur l'incident. Pourtant, ses pensées s'égaraient pendant que la tirade se poursuivait. Ces situations étaient devenues fréquentes au service de soutien, reflétant la complexité de gérer les chasseurs. Parmi les étudiants, les ambitions professionnelles tournaient souvent autour de 3 rêves: devenir chasseur célèbre, rejoindre une guilde puissante ou travailler à l'association des chasseurs. Mais la réalité du travail en coulisses était bien différente. Pour les employés de soutien, c'était une succession de plaintes, d'excuses et de demandes incessantes des chasseurs. L'employé se rappelait la variété des excuses que les chasseurs utilisaient pour esquiver leurs responsabilités. Certains se plaignaient du manque de café ou de collation avant les raids, comparant leur traitement à celui d'autres quartiers. D'autres réclamaient des avances sur salaire, invoquant des urgences floues. Certains demandaient même des services de garde pour leurs enfants pendant qu'ils risquaient leur vie aux portes. La routine de ces tâches administratives pesait lourd sur le salarié. C'était un travail ingrat, jonglant avec les exigences de personnes dont le courage s'accompagnait souvent d'un fort sentiment de droit. L'employé repensa à la frustration de l'appelant. Le nom Sung Jinwoo résonnait dans son esprit. La curiosité prit le dessus et il saisit le nom dans le système. Les résultats affichèrent une image sombre. Le rang de Jinwoo était le plus bas possible, ses niveaux de mana à peine mesurables et ses statistiques presque indiscernables de celles d'une personne ordinaire. Pourtant, ces dossiers racontaient une autre histoire. Blessures fréquentes, expérience de mort imminente, un taux de survie digne d'un miracle. Plus il fouillait, plus la vie de Jinwoo se dévoilait. À 23 ans, 6 ans de moins que lui, Jinwoo portait déjà un poids immense. Sa mère était alitée en soins intensifs, plongée dans un sommeil éternel,
et sa jeune sœur encore au lycée. Ce fardeau expliquait pourquoi Jinwoo continuait à risquer sa vie aux portes, malgré ses faiblesses évidentes. L'employé se tourna vers son supérieur, exprimant son inquiétude. L'association ne devrait-elle pas intervenir pour empêcher Jinwoo de continuer ainsi? La réponse fut décourageante. Ils avaient déjà essayé, mais la détermination de Jinwoo restait inébranlable. Cette obstination poussa le supérieur à questionner l'employé lui-même. Pourquoi avait-il choisi de rejoindre l'association des chasseurs? L'employé hésita, puis avoua que c'était un souvenir d'enfance qui l'avait inspiré. Un reportage montrait un chasseur se sacrifiant pour sauver ses compagnons, se retrouvant finalement piégé dans l'opération. Cet acte d'altruisme avait éveillé une question dans son jeune esprit. Qui protège ceux qui sauvent les autres? Il avait décidé d'être celui qui ferait la différence, aidant les chasseurs à éviter blessures et morts, même si ce n'était que dans l'ombre. L'aîné posa une question qui fit réfléchir. Fallait-il vraiment convaincre Jinwoo de démissionner? Ou existait-il un autre moyen de l'aider? L'employé sourit doucement, conscient de son impuissance. Que pouvait-il faire de plus, à part recommander à Jinwoo d'abandonner ce chemin périlleux? Mais son supérieur proposa une autre idée. Certains individus dotés de capacités de haut rang choisissaient de ne pas devenir chasseurs, rejetant la gloire et la fortune. Peut-être pourrait-il soutenir ceux comme Jinwoo, qui défiaient les portes malgré leurs limites. L'employé examina un dossier que lui tendit son supérieur. Li Jue, une guérisseuse de rang B aux dons exceptionnels, mais profondément effrayée par les dangers du métier de chasseur. Elle avait refusé cette voie malgré son potentiel. En comparant sa peur au courage de Jinwoo, l'employé commença à comprendre. Tandis que Jinwoo transformait la peur en bravoure, quelqu'un comme Jue pouvait devenir un pilier pour soutenir les plus faibles. Encouragé, le supérieur demanda à l'employé s'il acceptait ce défi. Réfléchissant à sa petite contribution possible au périple de Jinwoo, l'employé décida d'agir. Chaque geste de soutien comptait, et il était prêt à tenter sa chance. Dans une rue paisible baignée par la douce lumière de l'après-midi, Suho marchait aux côtés d'une camarade de classe. Leur conversation avait pris un ton ludique. La question était de savoir qui porterait leurs 2 sacs à dos. Ils choisirent de régler cela par un simple jeu de pierre-papier-ciseaux. Face à face, avec une détermination joyeuse, ils comptèrent à rebours. Les mains bougeaient en rythme tandis qu'ils criaient la cadence. Le moment décisif arriva. La jeune fille remporta la partie, un sourire radieux illuminant son visage. Elle tendit son sac à Suho avec fierté. Lui, riant de sa défaite, le laissa tomber sur son épaule sans protester. Elle le taquina gentiment pour sa malchance, et Suho rit avec elle, sans aucune rancune. Mais alors qu'ils continuaient leur chemin, Suho s'arrêta brusquement. Son regard se leva vers le ciel vaste et ouvert. La fille, intriguée, suivit sa ligne de mire. Pourtant, le ciel ne montrait rien d'inhabituel, juste de doux nuages flottant paresseusement sur un fond bleu. Un silence s'installa. Suho avait l'air distant, calme, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir, un sentiment persistant, juste hors d'atteinte. Le soleil baignait le ciel d'une lumière dorée tandis que Jinwoo et Heian planaient haut dans les airs, chevauchant Keizel, le puissant dragon volant. Le vent les portait toujours plus haut, portés par chaque puissant battement d'ailes, les emmenant vers une sérénité infinie, où l'horizon s'étendait sans fin. Depuis cette hauteur, la vue coupait le souffle, un tableau vibrant de couleurs et de cieux sans limite. Jinwoo prit un instant pour regarder Heian, ses yeux pétillants captant la lumière du soleil. Une chaleur douce envahit sa poitrine alors qu'il sortait de sa poche un cadeau soigneusement préparé pour leur 16e anniversaire de mariage. C'était un magnifique collier, façonné par les mains expertes de nains barbus, empreint d'une beauté intemporelle. Jinwoo le serra doucement autour du cou de Heian, tandis que la lumière dansait sur sa surface, créant une lueur éclatante qui faisait écho à son sourire. Leur moment ensemble semblait suspendu dans le temps, un souvenir délicat gravé dans l'immensité du ciel. Alors qu'ils se penchaient l'un vers l'autre, prêts à sceller l'instant par un baiser, le regard de Jinwoo se tourna vers l'horizon, son expression devenant résolue. Il était temps. Heian, comprenant ce silence chargé de sens, quitta Keizel avec un sourire doux. Le dragon se retourna et s'envola vers la terre, l'emportant loin. Jinwoo resta immobile, observant la distance grandir entre eux, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point brillant. Lorsqu'il se retourna, le ciel paisible se déchira. Une partie de l'espace se tordit étrangement, ondulant comme si la réalité elle-même se déformait. Un brouillard bleu jaillit de cette distorsion, tourbillonnant et prenant forme. Jinwoo se remémora un avertissement ancien. Des êtres dotés d'un immense pouvoir pouvaient attirer des horreurs venues d'autres dimensions, tels des papillons de nuit attirés par la flamme. Alors que son armée d'ombre se matérialisait derrière lui, fidèle et inébranlable, Jinwoo sourit. Sa voix, calme mais pleine d'autorité, les appela à l'action. Les ombres se mirent en mouvement au son du mot intemporel « Lève-toi ». Pendant ce temps, loin, dans un royaume isolé, Suho se tenait dans un repère menaçant. L'épuisement pesait lourd sur lui tandis qu'il faisait face à une nouvelle défaite. Son corps tremblait, mais sa détermination ne fléchissait pas. Malgré d'innombrables revers,
Suo refusait de céder. Au plus profond de lui, une voix persistante l'appelait. Une voix qui le hantait depuis son arrivée. Il murmura un seul mot, vibrant dans son âme. Surgir. Suo serra les poings, la flamme de sa détermination se rallumant vivement. C'était sa dernière chance. Une unique opportunité de dépasser ses limites et de réclamer une force bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Derrière cette porte, il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Peu importe combien de fois il était tombé, le cœur de Suo battait avec une volonté inflexible. Le chemin devant lui était plongé dans l'obscurité, mais Suo avança, prêt à défier son destin.